Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir un nouveau cycle de conférences construit sur la thématique des relations entre la Suisse et l'Europe en partenariat avec le Centre d'études juridiques européennes de l'Université de Genève que je remercie beaucoup pour cette collaboration. Ce cycle est organisé en 4 modules destinés à rappeler l'importance économique de cette relation, les enjeux des négociations, la question fondamentale des relations institutionnelles, ainsi que les défis liés au retrait britannique de l'Union européenne. Peut-être que certains d'entre vous auront entendu l'intervention il y a quelques jours de Michel Barnier, extrêmement digne à ce sujet et qui permettait de mieux comprendre les enjeux de ce retrait et de ce qu'il appelait le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. J'espère que ça aura dessillé les yeux de tous ceux qui confondent un accord de libre-échange avec l'adhésion à un ensemble, voire, bien entendu, d'autres types de relations beaucoup plus profondes. Et c'est de cela dont nous allons parler. Parce que finalement, une des questions qui est posée maintenant, c'est de savoir si nous voulons une relation totalement minimaliste avec l'Union européenne, si nous voulons une relation maximaliste, qui semble ne pas être le cas depuis maintenant plusieurs années. La question agite, ne cesse d'agiter, et nous sommes au plein cœur de l'actualité. Alors, la Suisse peut-elle, doit-elle choisir une voie qui serait plus en retrait par rapport à celle qu'elle connaît maintenant? C'est possible. L'Union européenne, je le rappelle, n'impose rien. Elle offre des possibilités à ceux qui veulent entrer en relation avec elle, des possibilités qui sont variables et qui, évidemment, ont de ce fait-là une intensité qui peut elle-même être très variable aussi. Cela a un impact sur les relations politiques et économiques. Néanmoins, et c'est l'avis de la Fédération des entreprises romandes de Genève, comme d'ailleurs des grandes organisations économiques de ce pays, une coopération étroite avec notre principal partenaire est évidemment préférable à une relation très dénaturée. La politique européenne de la Suisse est un enjeu politique majeur. Les nombreuses campagnes de votation qui ont porté sur ce sujet, de même que les discussions actuelles autour de l'avenir de la relation entre la Suisse et l'Europe, le rappellent. L'accord cadre est l'un des sujets brûlants du moment. Il sera d'ailleurs traité pour lui-même. Il est soutenu par l'affaire Genève, comme par Économie Suisse et les grosses organisations patronales et économiques du pays, car il permet de garantir l'accès au marché de l'Union européenne et surtout d'apporter une meilleure prévisibilité dans les relations entre la Suisse et son principal partenaire. Il est contesté, tant au plan politique que par certains autres milieux. Le positionnement du Conseil fédéral est attendu, mais vous aurez probablement constaté qu'il est repoussé de manière périodique. Il est annoncé des échanges supplémentaires avec l'Union européenne, mais on ne sait pas vraiment quand ils auront lieu. Revenons-en au fondement de notre relation avec l'Union européenne. En 1972, il se concrétise par l'accord de libre-échange qui est accepté par le peuple. Et oui, nous avions déjà voté en 1972, 72,5% de oui et des cantons unanimes. Cela a jeté les bases de notre relation économique avec l'Union européenne. 20 ans plus tard, en 1992, nous refusons l'entrée dans l'espace économique européen. Et comme il était inimaginable au cœur de l'Europe de demeurer coupé d'un marché en construction, d'un marché qui est devenu le principal marché intégré du monde, malgré le retrait britannique, il a bien fallu trouver un autre moyen de favoriser les échanges et de régler nos relations. 7 ans ont été nécessaires pour qu'en 1999, après plusieurs cycles de négociations, la Suisse et l'Europe trouvent une solution taillée à la mesure des partenaires. Il s'agit de la voie bilatérale. Elle permet à notre pays de participer au marché intérieur européen tout en préservant très largement sa souveraineté et sa démocratie semi-directe. Les accords bilatéraux 1, c'est un ensemble de 7 accords juridiquement liés entre eux. On connaît la fameuse clause guillotine. Ils sont entrés en vigueur en 2002 et ils ont été suivis des accords bilatéraux 2 qui comprennent notamment les fameux accords Schengen-Dublin. Mais la Suisse, en fait, est liée par bien plus d'accords que cela avec l'Union européenne. On dénombre environ une centaine d'accords de tous ordres.
La professeure Christine Cadouce, directrice du CEJ, retracera cette évolution dans quelques instants. On entend souvent des voix qui nous disent, mais au fond, qui bénéficie de ces accords bilatéraux? Eh bien, l'ensemble de la population suisse et toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes. La Suisse compte des dizaines de milliers de PME exportatrices intégrées aux chaînes de valeur internationales. Ces accords sont également importants pour les importations. Une quantité très importante de produits sont importés, puis transformés en Suisse avant d'être réexportés. Rappelez-vous qu'on gagne 1 franc sur 2 à l'étranger, 1 franc sur 3 avec l'Union européenne. La Suisse commerce bien davantage avec ses voisins proches qu'avec le reste du monde. Elle ne peut pas se passer de l'Union européenne, mais l'Union européenne peut se passer de la Suisse. De quoi parle-t-on quand on parle d'un marché intégré? Eh bien, de près de 450 millions de consommateurs. Et c'est de loin le plus grand débouché pour les produits et services suisses. Nous échangeons chaque jour pour 1 milliard de francs de marchandises avec l'Union européenne. J'ai toujours plaisir à le rappeler, le commerce avec le Bade-Wurtemberg est plus important qu'avec la Chine. Pour que cela fonctionne, nous avons donc besoin de fluidité. La fluidité vient des accords que nous passons avec l'Union européenne et d'autres pays. Cela permet une coopération étroite à long terme. Chacun des accords bilatéraux, donc les premiers dont j'ai parlé, joue un rôle important. Pensez au transport terrestre, au transport aérien, même s'il est très affecté actuellement, à l'agriculture, au marché public ou à la possibilité d'embaucher de la main-d'œuvre qualifiée en fonction de la demande. 2 de ces accords clés seront mis en exergue dans ce colloque, l'accord sur la libre circulation et celui sur les obstacles techniques au commerce. La libre circulation est un fondement essentiel de la construction européenne. Pour l'Union européenne, le marché intérieur et ses 4 libertés sont indivisibles. Pour la Suisse, cet accord de libre circulation est très important, même s'il est régulièrement contesté et soumis au vote du peuple, car il permet d'élargir le bassin de recrutement, en particulier de spécialistes, pour une main-d'œuvre que l'on ne trouve pas forcément au plan local. Et vous le savez, avec l'évolution démographique, avec la pression concurrentielle internationale, avec la nécessité de demeurer innovant, la situation ne va pas s'améliorer. La crise sanitaire a aussi rappelé que nous avions besoin du personnel soignant venant de l'Union européenne. On nous reproche d'ailleurs parfois de faire un appel trop important à ce personnel. Et cela a aussi permis de mettre en évidence l'importance pour le monde agricole d'avoir des travailleurs saisonniers européens. La piqûre de rappel a été très claire au printemps 2020. Alors oui, et nous ne l'avons jamais caché, la libre circulation peut accentuer la concurrence sur le marché du travail. C'est la raison pour laquelle il y a des mesures d'accompagnement. Et quoi qu'on puisse en dire, il n'y a pas eu d'éviction des travailleurs suisses du marché du travail, ni de dumping généralisé. D'ailleurs, si l'on veut être attractif pour la main-d'œuvre, il faut lui offrir des conditions, notamment salariales, qui soient de bonne qualité. Et les salaires sont demeurés élevés en Suisse. Il faut évidemment constater aussi que nous savons garder très longtemps une main-d'œuvre active. Après l'Islande, nous sommes le pays dans lequel les gens travaillent le plus longtemps. Ça ne veut pas dire que cette durée n'est pas diminuée récemment, mais elle reste très importante. Et c'est la preuve d'un très grand dynamisme de notre économie et de l'absence de mécanismes d'exclusion. L'accord sur la libre circulation a été attaqué à nombreuses reprises en votation populaire. Alors en 2014, 9 février, un jour bien sombre, au sens propre comme figuré, l'initiative populaire contre l'immigration de masse est acceptée. Elle a entraîné des conséquences très lourdes pour la recherche suisse, en particulier pour l'échange des étudiants, vous le savez. Et puis en septembre 2020, nous avons eu quelques frayeurs avec l'initiative pour une immigration modérée, mais surtout ce vote qui s'est avéré positif a permis de confirmer la libre circulation, ce qui est une excellente chose. Jean-Luc Favre, président de l'Union des associations patronales genevoises, qui est au bénéfice d'une très importante expérience dans l'industrie et l'innovation, présentera les enjeux à venir autour de cet accord clé pour la place économique suisse et pour le maintien des emplois dans notre pays. Un autre accord qui découle des bilatérales 1 et qui est moins connu du grand public, mais qui est très important,
c'est celui sur les obstacles techniques au commerce. L'accord concerne la plupart des produits industriels et il simplifie fortement la vie des fabricants suisses d'appareils, de produits médicaux, de machines. Il leur fait économiser des centaines de millions de francs par an. L'accès au marché de l'Union européenne et l'élimination de ces obstacles techniques au commerce ne peuvent pas être réalisés de manière unilatérale par la Suisse. Il faut un accord avec l'Union et cela se comprend très bien. Cela concerne 20 secteurs de produits, tous susceptibles d'être touchés à l'avenir si ces accords ne sont pas adaptés. Il ne sert à rien d'avoir un accord sur les obstacles techniques si celui-ci ne correspond plus à l'état de la technique. C'est particulièrement vrai pour les dispositifs médicaux. Alors voilà, nous sommes maintenant dans une phase où nous n'avons pas d'autre choix que d'actualiser, et il serait regrettable que nos entreprises se trouvent écartées de chaînes d'approvisionnement ou décident de se transporter dans d'autres régions parce qu'elles n'ont plus ces simplifications aux obstacles techniques au commerce. Philippe Cordonnier, directeur de Swissmem pour la Suisse romande, rappellera l'importance fondamentale des accords bilatéraux pour l'industrie des machines. J'espère que vous aurez du plaisir durant ce cycle de conférences. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous essaierons dans toute la mesure du possible de les traiter. Merci à l'ensemble de nos conférenciers pour leur participation et leur éclairage. Et je me permets maintenant de céder la parole à Madame la professeure Christine Cadousse afin d'entrer dans le vif du sujet. Madame la professeure, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à mon tour de vous saluer. J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement la Fédération des entreprises romandes et son directeur Blaise Matet de m'avoir invité à participer à ce cycle de conférences sur la Suisse et l'Europe. C'est un réel plaisir de venir présenter le contexte général de nos relations avec l'Europe, mais aussi de présenter certains aspects, plusieurs, on le verra durant ces 4 conférences, sur la relation qui s'est développée depuis plus de 50 ans maintenant. Les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne couvrent de nombreux domaines et la densité de ces relations sont prouvées par l'existence d'une plus d'une centaine d'accords entre la Suisse et l'Union européenne, dont plus d'une vingtaine sont d'une importance primordiale. On le verra aujourd'hui avec certains de ces accords, mais on pourra aussi le constater durant les semaines à venir. Le système des relations Suisse-Union européenne repose, et je simplifie ici un peu, sur un accord principal et qui a déjà été mentionné, l'accord de libre-échange de 1972, qui concerne les échanges en matière de marchandises, mais aussi sur 2 séries d'accords bilatéraux. La première série qui a été signée en 1999 et qui est entrée en vigueur au 1er juin 2002, les bilatérales 1, comme on le dit souvent, et puis une deuxième série d'accords bilatéraux qui ont été signés en 2004, qui constituent vraiment le socle de base, sachant toutefois que depuis 2004, il y a toute une série d'autres accords qui ont été signés depuis entre la Suisse et l'Union européenne, ceci pour vous démontrer que c'est une relation qui se développe de manière permanente entre la Suisse et l'Union européenne. Parmi les accords les plus importants, il y a bien sûr les accords d'accès au marché, qui est notre thème d'aujourd'hui. Ces accords d'accès au marché, on va les aborder avec 3 exemples. L'accord de libre-échange de 1972, l'accord sur la libre circulation des personnes qui fait partie de la première série des accords bilatéraux, et puis l'accord sur la reconnaissance mutuelle qui fait lui aussi partie de la première série des accords bilatéraux et qui date justement de 1999. Alors ces accords d'accès au marché permettent à la Suisse, permettent aux opérateurs économiques en Suisse, aux entreprises, d'accéder au marché intérieur de l'Union européenne. Ce marché intérieur qui, depuis le Brexit, est composé de 27 États membres et, on l'a déjà rappelé, un marché de consommateurs potentiel de 450 millions.
c'est notre partenaire économique le plus important, mais c'est aussi notre voisin géographique. Et par la conclusion des accords que nous avons avec l'Union européenne, la Suisse participe partiellement à ce marché intérieur. Elle y participe par le biais de l'accord sur la libre circulation des personnes, et on le verra, cet accord amène une circulation des personnes à certaines conditions, bien entendu, mais amène aussi l'exercice et la circulation de services. Donc vous voyez là deux des aspects de ce que l'on appelle les libertés du marché intérieur. Et puis, l'accord de 1972, l'accord de libre-échange, lui contribue par le domaine de la circulation des marchandises et des produits industriels. Et là, évidemment, l'accord sur la reconnaissance mutuelle a une importance particulière. Permettez-moi de présenter en quelques mots ces trois accords que nous allons discuter cet après-midi. L'accord de 1972, l'accord de libre-échange, c'est un accord qui a été signé au début des années 70 et il a été signé avec la communauté économique européenne de l'époque. Et il est intéressant de rappeler que cet accord signé entre la Suisse et la communauté en 1972 était l'un des accords qui avait été signé avec chacun des membres de l'Association européenne de libre-échange, Association européenne de libre-échange auquel la Suisse a participé en tant qu'État fondateur. Donc c'est intéressant de voir qu'en 1972, il y avait tout un faisceau d'accords bilatéraux entre la communauté européenne et chacun des États membres de l'ALE de l'époque. Et donc, aujourd'hui, c'est le seul de ces accords qui persiste, puisque les anciens membres de l'ALE sont maintenant partenaires de l'Union européenne par le biais de l'accord sur l'espace économique européen, qui a été aussi mentionné par M. Maté. Alors, cet accord de libre-échange de 1972 a pour objectif principal de créer ce qu'on appelle une zone de libre-échange avec l'objectif de la libre circulation des produits industriels et aussi les produits agricoles transformés comme le chocolat, certaines pâtisseries, les soupes, et vous pouvez voir les domaines qui sont visés au niveau de l'industrie suisse. Cet accord de libre-échange vise aussi la suppression des droits de douane. Il interdit les restrictions quantitatives, c'est-à-dire les contingents, et il interdit également les autres mesures qui auraient un effet dissuasif sur les échanges de produits entre la Suisse et l'Union européenne. Donc c'est un accord majeur, cet accord de 1972. Et les chiffres de l'année 2019 démontrent que 51% des exportations de biens suisses vont dans l'Union européenne, donc plus de la moitié de nos exportations de marchandises vont dans l'Union, et 69% des importations suisses proviennent des États membres de l'Union européenne. Donc clairement, une grande partie de nos échanges entre la Suisse et l'Union européenne en matière de marchandises est régi par cet accord, et on aura l'occasion d'en discuter plus tard dans le cycle de conférences, un accord qui aujourd'hui n'est pas couvert par le projet d'accord institutionnel, l'accord cadre dont nous parlerons dans 2 semaines. Deuxième accord, brièvement, l'accord sur la libre circulation des personnes, un accord qui fait partie des accords bilatéraux 1 et qui donne le droit aux citoyens suisses, mais aussi aux citoyens de l'Union européenne, de choisir librement leur lieu de travail et leur lieu de séjour dans l'ensemble des parties contractantes, donc en Suisse et dans les 27 États membres de l'Union européenne. C'est une ouverture progressive, c'est une ouverture contrôlée. Nous connaissons tous les mesures d'accompagnement et donc cet accord a fait l'objet, comme cela a été rappelé, de plusieurs votations. Cet accord a été à plusieurs reprises contesté, mais le résultat est qu'il s'agit d'un accord majeur et qu'il permet à l'économie suisse de poursuivre sur la voie de la prospérité.
Troisième accord, brièvement, l'accord sur les obstacles techniques au commerce, aussi faisant partie de la première série des accords bilatéraux, donc de 1999, et les deux font partie de ces accords liés à la clause guillotine. Donc cet accord sur les obstacles techniques au commerce, ou plutôt la suppression des obstacles techniques au commerce, assure véritablement un aspect fondamental pour l'industrie suisse, puisqu'il permet la reconnaissance mutuelle des attestations de conformité pour la plupart des produits industriels. Ça signifie que les entreprises suisses vont pouvoir veiller au respect des prescriptions en vigueur sur le territoire suisse et que ce respect des prescriptions sera reconnu par le biais de l'accord en question. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent lors de la commercialisation de nouveaux produits pour les industries suisses, et c'est aussi un moyen de mettre sur un pied d'égalité les opérateurs économiques suisses et leurs concurrents dans l'Union européenne. À titre d'information, on a environ 2/3 du commerce industriel qui est couvert par cet accord sur la suppression des obstacles techniques aux échanges. Voilà les quelques éléments introductifs sur le contenu principal de ces trois accords qui vont faire l'objet de notre discussion. Et à présent, il s'agit de voir quels sont les défis qui sont posés à la Suisse dans l'application de ces trois domaines. Et pour cela, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Jean-Luc Favre, président de l'Union des associations patronales genevoises, pour l'accord sur la libre circulation des personnes. Merci. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'efforcer dans les minutes qui suivent de vous donner deux exemples très concrets sur l'impact effectivement de l'ouverture à l'Europe pour la Suisse, pour les entreprises industrielles. Une dans laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années, du territoire genevois, et qui a été inaugurée d'ailleurs lors d'un déménagement entre le quartier de Sécheron et la zone industrielle de Mérin-Satigny en novembre 1992. Et je me rappelle du conseiller fédéral Jean-Pascal de Lamura faisant son discours d'inauguration pour ce déménagement et l'inauguration de cette nouvelle usine, et mentionnant évidemment l'importance à l'époque déjà de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Donc cette entreprise servait principalement le marché suisse pour des produits de haute technologie destinés aux entreprises électriques, détenant une part de marché importante du marché suisse, à peu près 70%. Donc sa raison d'être était vraiment de servir ce marché. Dans les années 90, le marché des entreprises électriques et de l'énergie en Suisse commence à rentrer en matière sur la libéralisation de ce marché, avec effectivement une certaine crainte sur l'avenir de ce secteur. Donc les entreprises qui étaient les clients de cette usine décident d'arrêter d'investir. Donc normalement, quand vos clients disparaissent, vous disparaissez avec. Sachant que dans les règles du groupe auquel cette usine appartenait, les marchés étaient alloués et c'était difficile depuis la Suisse d'exporter parce que ce n'était pas dans les règles du groupe. Donc en conséquence, le défi a été à cette époque-là de résister et de restructurer 7 fois en 7 ans l'entreprise, malheureusement. Quand on n'a plus de travail et plus de commandes, plus de clients, il n'y a pas d'autre choix. Et puis en cherchant des alternatives. Et bien évidemment, l'alternative qu'on a identifiée est passée par le fait qu'on ait accès au marché européen dans un premier temps, ce qui était le cas, pour des produits destinés au marché ferroviaire, donc ça c'est au début des années 2000, où le fait qu'on puisse exporter et vendre à des clients européens était une très bonne nouvelle, parce que le marché suisse n'avait pas une taille critique suffisante pour permettre à une industrie de ce type-là, une entreprise de ce type-là de se développer. Donc l'accès au marché était très très important, et ce qui lui a permis de se développer de manière assez spectaculaire, donc de multiplier son chiffre d'affaires par 2 sur une décennie, de créer 200 emplois, et puis de retrouver effectivement la voie du succès et du développement, grâce à nouveau à l'accès au marché européen, avec un exemple,
On part en 2000 d'une présence nulle sur le marché français. Et au bout de cette décennie-là, l'entreprise avait 60% du marché français, ce qui lui a permis effectivement d'avoir des commandes et puis de développer son chiffre d'affaires, de pouvoir avoir une capacité d'innovation plus importante et puis effectivement de créer ses emplois. Avec un deuxième élément important, c'est que ça a permis de créer des emplois en Suisse, bien évidemment, à Genève. Et puis, on a dû avoir recours à de la main-d'œuvre européenne parce qu'on ne trouvait pas sur le territoire, sur le marché local, de la main-d'œuvre qualifiée dans certains domaines. Donc, c'était gagnant-gagnant, puisqu'effectivement, on a pu créer de nombreux emplois, mais aussi pour des personnes qui étaient disponibles sur le marché local, mais aussi en ayant recours à la main-d'œuvre étrangère qui, sans elle, n'aurait pas pu permettre à l'entreprise de se développer et puis d'avoir la capacité de concevoir, de produire, de vendre les produits qui étaient les siens. Avec aussi la possibilité d'avoir des partenariats en termes d'innovation avec les hautes écoles locales, en particulier l'EPIA. Donc cet impact positif a eu non seulement un effet positif sur l'activité, le développement de l'entreprise, sur l'emploi, mais aussi sur des partenariats locaux, dans le domaine de l'innovation, comme je le mentionnais avec l'EPIA, mais aussi avec des fournisseurs locaux, puisqu'on s'appuyait aussi sur eux pour gérer notre développement. Une phase supplémentaire ultérieure dans les années 2010 a consisté ayant eu énormément de succès, 60% du marché européen sur le secteur sur lequel on s'est développé, de regarder quels étaient les moyens de se diversifier. Ça passe par l'innovation, je viens de le mentionner, et de lancer un projet de bus électrique à capacité de recharge très rapide, TOSA, et qui était une première mondiale, développée en partenariat avec les transports publics genevois, les services industriels de Genève, l'Office de la promotion industrielle, l'EPIA que je viens de mentionner, et puis l'entreprise dont je vous parle, donc ABB Sécheron, de manière à pouvoir diversifier notre portefeuille de solutions pour la mobilité durable et d'avoir un premier succès commercial en Suisse et le deuxième en France, à Nantes. Donc à nouveau, le fait d'avoir accès au marché européen a été une opportunité pour nous de pouvoir développer une nouvelle solution et de commencer à la commercialiser de manière à rentabiliser l'investissement. Donc, ces exemples montrent qu'effectivement, l'intégration d'une entreprise industrielle de ce type-là, avec des cycles différents, des difficultés, une capacité à se remettre en question, à se réorganiser, à se redévelopper, est étroitement liée avec la possibilité d'avoir accès à un marché, à des clients, et puis à des ressources humaines en particulier. Donc ce développement a été impossible sans l'accès à ce marché et sans l'accès aussi à cette main-d'œuvre qualifiée dont je vous ai parlé. Deuxième exemple qui concerne à nouveau la mobilité, dans le cadre d'une start-up. Donc là, on passe d'un modèle d'une entreprise industrielle dans un grand groupe à une start-up qui est active aujourd'hui dans le développement et la commercialisation de systèmes de propulsion à hydrogène, qui s'appelle GreenGT, qui est situé dans le canton de Vaud. Et qui a développé cette technologie de propulsion à hydrogène. L'hydrogène est un des vecteurs énergétiques qui s'invite dans la transition énergétique, en particulier pour la mobilité, de développer une chaîne de propulsion pour des véhicules de course à endurance. Et puis dans le cadre de son développement pour passer du stade de start-up à PME, de s'engager sur le marché industriel et celui des camions, puisque c'est un domaine dans lequel, pour la mobilité, l'hydrogène est une très bonne solution. Et selon le même principe que le projet de bus électrique dont je vous ai parlé tout à l'heure, de réunir des acteurs régionaux, donc à nouveau les SIG pour la production d'hydrogène vert, Migrol pour la distribution dans une station-service, Migros pour l'utilisation d'un camion de 40 tonnes, qui est une première mondiale, développée pour transporter du fret pour la Migros, de pouvoir réunir des acteurs locaux et puis d'investir avec pour seule option, en fait, pour garantir le retour sur investissement, à nouveau, de pouvoir proposer cette technologie aux clients suisses concernés dans le domaine de la logistique et puis à d'autres acteurs sur le marché européen, raison pour lesquelles on a aussi des perspectives de développement et des premiers contacts avec des clients potentiels en France en particulier, en Allemagne et dans d'autres pays.
Et puis en intégrant dans un projet comme celui-ci une dimension sur la formation, effectivement, qui est très importante, de manière à ce qu'on ait les compétences qui permettent aux entreprises, à GreenGT en particulier, mais aux autres acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure du projet, de pouvoir avoir les compétences et l'expertise dont elles vont avoir besoin pour se développer sur cette filière à hydrogène. Ce qui signifie qu'à nouveau, l'intégration dans le marché avec l'accès aux clients potentiels, avec l'accès aux compétences aussi, puisque GreenGT a doublé ses effectifs en l'espace de 2 ans. Ces fameux Green Jobs dont on parle, dans ce cas-là, ils sont très concrets. D'avoir accès à de la main-d'œuvre européenne quand on ne trouvait pas les compétences dont on avait besoin et dont on a besoin sur le marché suisse. Et puis aussi d'utiliser des fournisseurs et des technologies dont on a besoin pour développer ce genre d'application, parce que comme dans beaucoup de domaines industriels, on ne fait pas tout en Suisse, donc on a non seulement des clients européens qui sont importants, mais aussi des fournisseurs européens qui sont importants, de manière à pouvoir aussi, grâce à l'intégration de ces entreprises sur le marché, pouvoir se développer d'une manière pérenne et puis de pouvoir aussi à nouveau investir non seulement dans la formation, mais aussi dans l'innovation, ce qui est clé pour les entreprises industrielles suisses, puisqu'on sait que c'est une façon principale de nous démarquer, cette capacité à venir avec de nouvelles solutions, à les commercialiser, à les développer, à les faire évoluer, pour permettre à nouveau à notre industrie de se développer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et sur ces 2 exemples, je passe la parole à Philippe Cordonnier, directeur de Suisse Même pour la Suisse romande, qui va nous en dire un peu plus sur les contraintes techniques. Merci Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi aussi de vous accueillir à distance pour ce qui me concerne depuis Lausanne. Je remercie l'affaire Genève de m'associer, d'associer Suisse Même à ce cycle de conférences. Je vais en quelques minutes vous présenter les raisons pour lesquelles l'industrie des machines dépend fortement de ces accords et quelle est l'importance pour nos entreprises de l'accès au marché européen. Nous avons depuis de nombreuses années défendu l'accès au marché européen et nous continuons aujourd'hui depuis de nombreuses années même à défendre aussi cet accord cadre qui peine à venir aujourd'hui. Je vais présenter quelques slides, c'est pour ça que je vais partager mon écran maintenant pour vous présenter quelques informations très concrètes sur l'industrie des machines. L'industrie des machines est une industrie d'exportation, vous l'avez compris, mais pas seulement. De nombreuses autres branches d'industrie sont des branches d'exportation. Vous avez ici l'ensemble de tout ce que la Suisse exporte, près de 220 milliards par année. 220 milliards par année. Ça a été dit, un fonds sur 2 est fait avec l'étranger. La première branche d'exportation, c'est la branche de la chimie et de la pharma, que l'on connaît évidemment comme étant une branche extrêmement innovante et un des fleurons de l'industrie suisse. La branche des machines est la deuxième branche d'exportation avec 30%. C'est une branche qui est beaucoup moins connue, puisque c'est une branche de sous-traitance, B2B, business to business, dont les entreprises sont beaucoup moins connues, mais qui ont un rayonnement international grâce à une très forte capacité d'innovation aussi. La troisième branche d'exportation, c'est la branche horlogère, qui est évidemment un des fleurons de l'industrie suisse, mais qui ne représente que 1/3 de tout ce que la branche même exporte. Donc là aussi, la comparaison montre que les branches vivent des situations très différentes en fonction de leur renommée et aussi du fait si elles sont des branches de sous-traitance ou des branches de B2C directement liées aux consommateurs. Donc la branche des machines, une branche extrêmement importante pour l'économie suisse puisque c'est 1/3 de tout ce que la Suisse exporte. Notre marché d'exportation, mais évidemment, c'est essentiellement l'Union européenne. Notre branche exporte 80% de sa production. Ça représente plusieurs dizaines de milliards par année, près de 70 milliards par année, et ça représente environ 320 000 collaborateurs. L'Union européenne, c'est notre marché principal d'exportation. C'était 60% jusqu'à ce que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Nous sommes maintenant à 56%. Les autres marchés d'exportation, ce sont évidemment les États-Unis et l'Asie, 19%, la Chine, 6%. La Chine est un pays en forte croissance, mais la Chine aujourd'hui ne représente que 1/10, 10% seulement de notre marché d'exportation, enfin 10% de ce que l'Europe représente. Donc l'Europe représente vraiment le marché principal. C'est un marché de proximité, un marché historique aussi pour notre branche d'exportation. C'est pour ça qu'il est extrêmement important. Le pays principal dans l'Union européenne, c'est l'Allemagne, qui représente 1/4 de toutes nos exportations.
Alors, un de ces accords, c'est l'accord sur la suppression des obstacles techniques au commerce, les premières bilatérales de 1999. Et cet accord, il est fondamental pour notre industrie des machines, puisque c'est un accord qui permet la reconnaissance mutuelle de la conformité des produits. Ça permet aussi de respecter les prescriptions en vigueur pour lancer un produit sur le marché européen. Ce qui veut dire que les entreprises suisses n'ont pas besoin de recertifier les produits si elles veulent vendre leurs produits sur le marché européen. Il y a une reconnaissance mutuelle des prescriptions techniques des produits, ce qui fait que nos entreprises peuvent librement vendre leurs produits sur le marché européen sans devoir les faire recertifier dans un de ces pays. Il y a une reconnaissance mutuelle de la même manière que nous pouvons aussi importer en Europe, en Suisse, des produits qui viennent de l'Union européenne sans devoir les recertifier. Donc c'est une facilité, un gain de temps et d'argent pour nos entreprises qui n'ont pas besoin de passer de nouveau par une phase de certification dans un des pays de l'Union européenne. Nous avons accès à ces pays de la même manière qu'une entreprise européenne sans devoir faire des démarches administratives de requalification, de recertification, de contrôle, de prescription des considérations techniques de nos produits. Donc c'est une facilité, un accès direct à ce marché de 450 millions de consommateurs. Donc c'est un accord qui est fondamental. Il y a évidemment d'autres accords qui sont fondamentaux pour notre industrie. C'est évidemment l'accord sur la recherche, puisque là, nous avons accès aussi à des ressources au niveau de l'innovation et des projets de recherche. L'accord sur le transport, puisqu'évidemment, ce ne sont pas seulement les marchandises qu'il faut exporter, mais nous avons aussi la possibilité d'accéder très librement par les moyens de transport pour nos collaborateurs. Donc, l'ensemble des accords bilatéraux 1 pour notre industrie sont fondamentaux. Nous avons, il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, demandé à nos membres quelle était l'importance pour eux de ces accords bilatéraux. Et voyez ici les résultats. Le premier sondage, c'est sur l'importance des bilatérales dans leur ensemble. Et près de 80% de nos entreprises considèrent ces accords comme importants, voire indispensables. Et parmi les accords des bilatérales 1, c'est la libre circulation des personnes et les entraves techniques au commerce, la suppression des entraves techniques au commerce qui recueille le plus de voix, puisque 74% de nos entreprises considèrent ces accords comme étant absolument fondamentaux pour pouvoir faire du business avec l'Union européenne. Et puis là ensuite, la coopération à la recherche, 47%, et marché public, donc l'accès au marché public de l'Union européenne, 29%. Donc on voit l'importance fondamentale de ces deux accords, entraves techniques au commerce et libre circulation, pour notre industrie d'exportation. Les avantages qu'ils apportent à nos industries, c'est évidemment une capacité d'innovation accrue, une baisse des coûts significatifs puisqu'il n'y a pas besoin de faire des accréditations supplémentaires pour accéder au marché européen. Évidemment, ça sécurise notre place de travail en Suisse puisque ça permet aux entreprises de garder les collaborateurs en Suisse et de ne pas devoir délocaliser des activités dans l'Union européenne, des investissements qui restent en Suisse et ça permet aussi évidemment de gagner des nouveaux marchés, des nouveaux clients directement dans l'Union européenne puisqu'on fait partie intégrante de ce marché sans devoir passer par des prescriptions administratives supplémentaires. Quels effets, pour terminer, auraient éventuellement à la fin de ces accords sur la suppression des obstacles techniques au commerce? Évidemment, nos entreprises devraient, je l'ai dit, certifier dans un pays de l'Union européenne leurs produits. Donc, c'est une certification supplémentaire puisqu'il faudrait certifier en Suisse. Mais si on veut vendre dans l'Union européenne, il faudrait certifier son produit dans un des pays de l'Union européenne. Donc, des démarches supplémentaires, des changements des processus internes aussi, puisque les entreprises devaient avoir deux manières de certifier en Suisse et aussi dans un pays de l'Union européenne. La certification en Suisse ne serait plus reconnue par l'Union européenne. D'autant plus que le commerce de machines d'occasion, lui, serait rendu impossible. Donc, ça restreindrait très fortement l'accès à de très nombreuses entreprises qui font de la vente de machines d'occasion. En corollaire, évidemment, une perte de confiance des clients de l'Union européenne vis-à-vis des fournisseurs suisses, puisqu'ils remettraient en doute la qualité de nos produits, puisque les certifications ne seraient peut-être pas forcément d'un niveau équivalent. Donc, perte de confiance des clients et évidemment, perte de substance pour nos entreprises. Et puis, les produits avec une autocertification, eux, ne sont pas concernés, mais c'est une très petite partie des produits que nous exportons vers l'Union européenne. En conclusion, donc, il est extrêmement fondamental pour nous de pouvoir garder ces accords de libre-échange puisque nous exportons pour près de 70 milliards par année de produits vers l'Union européenne. Merci pour votre attention et je vous redonne la parole à Genève. Merci. Merci à Philippe Cordonnier, merci à professeur Cardous, merci Jean-Luc Favre
pour ces explications et surtout ces témoignages très, très concrets. Parce que trop souvent, ces accords sont mal compris quant à leurs effets dans notre vie au quotidien. Là, on a une démonstration extrêmement précise de ce que ça signifie par rapport à nos tissus industriels. Donc, pour tous ceux qui se posent régulièrement la question de savoir en quoi nous bénéficions des accords, on a un exemple ici très, très parlant. D'ailleurs, c'est ce qu'on va continuer à vous donner durant ce cycle de conférences, des exemples très concrets. Mais nous avons maintenant une partie de questions avec vous. Vous avez pu les adresser. On va prendre la première d'entre elles et je demande donc à Marie-Laure Duparc de bien vouloir nous la donner. Alors, une question qui est revenue à plusieurs reprises par mail ou sur les réseaux sociaux, c'est la suivante. Le libre-échange et les accords bilatéraux sont suffisants comme actuellement, pas besoin du reste. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de développer des accords internationaux sur des marchés en voie d'expansion ? Alors, qui veut prendre cette question qui effectivement revient souvent ? D'abord expliquer la portée ou réexpliquer la portée de ce qu'on appelle les accords de libre-échange, qui est une portée limitée. Madame Cadous ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui. Alors évidemment, nous avons toute une série d'accords bilatéraux, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Ce sont des accords qui doivent être mis à jour, en quelque sorte, parce que en 1999, si on prend aussi bien l'accord libre circulation des personnes ou l'accord sur la suppression des obstacles techniques au commerce, ce sont des accords qui ont été conclus avec ce que l'on appelle une équivalence des législations à un moment donné, et ce moment donné était la date de signature des accords. Et les textes même des accords bilatéraux prévoient des mises à jour régulières en vue de tenir compte de l'évolution de la législation dans les partenaires, donc en Suisse et dans l'Union européenne. Et le fait de ne pas mettre à jour ces accords a un impact sur leur efficacité. Leur efficacité est liée à leur mise à jour régulière, de sorte à pouvoir s'appliquer aussi bien en Suisse que dans les 27 États membres de l'Union européenne. Donc si nous ne permettons pas cette adaptation régulière des accords, ils deviennent de plus en plus désuets, en quelque sorte, et ils ne remplissent plus leur fonction première, qui a été celle de rendre une équivalence des règles applicables en Suisse et dans l'Union européenne. Donc, en rester à ces accords dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui n'est pas une solution optimale pour le développement économique de la Suisse et des partenaires de la Suisse. Donc ça, c'est, je crois, le premier élément qui a été abordé dans la question. Oui, je pense qu'il y a un autre élément, et on l'entend très très souvent, c'est au fond, est-ce que, on ne peut pas remplacer le marché européen par le marché asiatique, respectivement chinois ? Et là, je vais laisser Philippe Cordonnier répondre. 2, les Britanniques sont passés à un système de libre-échange. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas se contenter de ça ? Alors, sur ce deuxième point, soyons tout à fait clairs, Michel Barnier l'a dit et rappelé, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, vont perdre à peu près 20% de leur PIB avec le retour à un système de libre-échange. Donc la perte économique, elle est avérée et déjà maintenant dans le système d'échange. Et sachez par exemple que les Britanniques exportent à peu près la moitié de leur production en direction de l'Union, alors que l'Union exporte 7% de sa production en direction du Royaume-Uni. Vous aurez vite compris que le Royaume-Uni est absolument placé dans la même situation que la Suisse et se retrouve péjoré. Donc la réponse s'agissant dans une sorte de retour à un accord de libre-échange que d'ailleurs le partenaire devrait vouloir consentir, il faudra négocier ça le cas échéant, eh bien c'est un retour à une situation moins bonne que la situation précédente. Je le dis et je le répète parce qu'il y a trop souvent cette confusion. Donc voilà, ça c'était la deuxième partie en complément de ce que vous avez dit. Et maintenant je laisse Philippe Cordonnier nous expliquer comment nous allons transporter toute la production suisse qui va vers l'Europe en direction de l'Asie et de la Chine en particulier. Philippe ? Oui, merci Blaise. Je peux confirmer évidemment ce que vient de dire Blaise. Il ne faut pas confondre accord bilatéral et accord de libre-échange. Ce n'est pas du tout le même type d'accord. Et au niveau des proportions, mais je crois que mes chiffres sont très clairs. La Suisse, pour notre marché, notre branche, l'Europe représente 60%, la Chine 6%.
il faut négliger aucun accord, aussi bien les accords bilatéraux qui sont fondamentaux puisque c'est un accord de libre-échange avec en plus d'autres accords supplémentaires comme la suppression des obstacles techniques au commerce que j'ai mentionné, qui donne un accès quasiment libre et ouvert sans contrainte à nos entreprises au marché européen. Donc ça, il ne faut pas perdre cet avantage fondamental par rapport à d'autres pays ou d'autres régions du monde. Et il ne faut pas négliger des nouveaux accords de libre-échange avec d'autres pays. On a signé il y a quelques années un accord de libre-échange avec la Chine qui, pour notre industrie, est extrêmement important puisque ça permet de supprimer des tarifs d'importation, des barrières douanières à l'exportation en Chine pour nos entreprises, qui ont ainsi un avantage concurrentiel avec d'autres pays qui n'auraient pas d'accord avec la Chine. Et puis nous avons par chance, notre peuple par chance a accepté le principe d'un accord de libre-échange avec l'Indonésie il y a quelques semaines, qui nous donnera accès à un marché en forte croissance dans les prochaines années, avec un accès sans tarif douanier, et là aussi un avantage par rapport à d'autres pays. Donc il faut, je pense, les deux, puisque c'est important pour notre industrie de pouvoir exporter dans l'ensemble du monde et ne pas se péjorer l'un ou l'autre des marchés. Merci beaucoup. Jean-Luc Favre. Oui, en complément. C'est bon, Jean-Luc. C'est bon ? Ok. Ouais, en complément, donc, dans le premier exemple que j'ai cité tout à l'heure, effectivement, le succès est passé par le marché européen en priorité. Et puis, quand on a eu du succès en Europe, on s'est dit on va s'attaquer à l'Inde et à la Chine. Dans les deux cas, mais la Chine, c'était beaucoup plus contraignant et le niveau d'exigence était beaucoup plus élevé. Il n'était pas question qu'on puisse vendre des produits suisses en Inde ou en Chine, mais restons sur la Chine. On a dû faire du transfert de technologie. Donc, on a trouvé un partenaire local avec lequel on a monté une joint venture avec ça comme exigence pour qu'on puisse avoir accès au marché. Alors qu'en Europe, ce n'était pas un souci. On a pu vendre nos produits dans les pays européens qui étaient à l'époque le premier marché mondial dans le domaine du ferroviaire. Après, c'est la Chine qui a pris le lead. Mais il était exclu d'imaginer pouvoir vendre les produits de Genève en Chine, alors qu'on pouvait le faire, bien évidemment, avec nos partenaires européens. Merci. Deuxième question. L'UE a-t-elle une attitude trop dure face à la Suisse, alors qu'elle se montrerait plutôt complaisante face aux États-Unis ou à la Chine ? Ou en d'autres termes, pensez-vous que la Suisse puisse négocier quoi que ce soit, ou est-ce que l'Union européenne va tout imposer dans ces accords ? Alors, première des choses, je vais répondre déjà sur ce point. Après, je laisserai compléter, notamment par Christine Cadous. Je crois qu'on est dans une situation un peu paradoxale où on imagine que c'est l'Union européenne qui impose tout à la Suisse. Or, c'est la Suisse qui a voulu négocier un accord cadre. Tous les accords doivent évoluer, que ce soit des accords de libre-échange ou des accords généraux. L'Union européenne, et ça a été dit et répété par Michel Barnier, n'impose rien à quiconque. On choisit le type de relation qu'on veut avec l'Union européenne. Et il y a dans notre collectif, dans notre perception des choses, ici en Suisse, une erreur fondamentale, qui est de penser que nous serions entourés par l'Union européenne comme entourés par un oppresseur. Ça n'est pas cela. Il faut s'extirper cette idée de la tête. Après, il y a évidemment dans toute négociation des choses qui sont apportées par les uns, par les autres, et puis à la fin, un accord ou pas d'accord. C'est l'essence même d'une négociation avec un partenaire. Je crois que là, malheureusement, cette espèce d'idée que nous sommes en Suisse depuis 1291, une espèce de village gaulois entouré par l'envahisseur romain, c'est quelque chose qu'il faut vraiment complètement changer dans la mentalité collective. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Maintenant, évidemment, c'est un grand ensemble composé d'un certain nombre de pays. Et là, je cède la parole à la professeure Christine Cadous, qui peut peut-être nous rappeler l'importance des 4 libertés et le fait qu'on veut toujours avoir un niveau qui soit homogène au sein de l'Union, ce qui est vraiment un des problèmes aussi auxquels on est confronté, parce qu'on ne fait pas forcément d'exception facilement par rapport à ces 4 principes fondamentaux. Mais peut-être juste avant de revenir sur les 4 libertés fondamentales, je pense que c'est important de voir le contexte général du commerce mondial. Si on voit les acteurs principaux, on a l'Union européenne, on a les États-Unis, on a la Chine, et on a un certain nombre d'acteurs un peu moins importants, mais qui sont présents.
Ça, c'est le premier élément. Donc, les acteurs les plus importants, on les connaît. Deuxième élément, le multilatéralisme, de manière générale. Ce multilatéralisme est en voie, je dirais, de perte de vitesse. Il a ses propres défis, ses propres challenges auxquels il doit faire face. Et on voit un renouveau du régionalisme. Et je crois que ça, c'est important de comprendre ceci parce qu'on voit avec le RCEP en Asie et Pacifique des accords de novembre l'année dernière, on voit qu'il y a du régionalisme qui reprend des forces par rapport au multilatéralisme. Pourquoi est-ce que je fais référence à cela? C'est parce que la Suisse, elle est sur le continent européen et son partenaire le plus naturel, et les chiffres qu'on a rappelés aujourd'hui le démontrent, c'est l'Union européenne, c'est l'Europe. Et donc, cette Europe, c'est notre, je dirais, partenaire naturel, géographique, économique, et ce partenaire, on est proche. La Suisse est proche de l'Union européenne. Elle a développé cette participation au marché intérieur avec la libre circulation, avec le commerce des marchandises, et cette participation au marché intérieur, elle est possible parce que nos législations, nos règles, notre identité et nos valeurs sont très proches de celles de l'Union européenne. Et donc, cela a un impact aussi sur la relation politique que la Suisse veut développer avec l'Union européenne. Il ne s'agit pas de faire une relation comme celle que nous avons avec la Chine, où il s'agit de libre-échange, si j'ose dire, pur et simple, mais du libre-échange uniquement. Dans la relation Suisse-Union européenne, en tout cas telle qu'elle a été pensée politiquement par nos gouvernants aujourd'hui, c'est une relation politique plus développée. Et si c'est notre volonté politique de garder cette relation plus articulée que du simple libre-échange, eh bien, il faut assurer d'une manière ou d'une autre la continuation et la participation du marché intérieur tel que nous le connaissons aujourd'hui et qu'il n'y ait pas lieu de régresser dans la relation économique et politique qui a été développée entre la Suisse et l'Europe. Oui, merci beaucoup d'avoir rappelé cette dimension des valeurs communes qui nous unissent. C'est quelque chose aussi dont on a tendance à se passer dans le discours actuellement, et c'est très dommage. C'est l'essence même d'ailleurs d'une relation équilibrée. Jean-Luc Favre, quelques mots sur cette question? Non. Philippe Cordonnier? Pas de complément. Voilà, nous avons répondu à cette question. Alors nous passons à la troisième. On parle toujours du dossier européen en termes d'avantages pour la Suisse, vous l'avez mentionné encore maintenant, mais comment est-ce que l'Union européenne voit la Suisse? Quels sont les bénéfices qu'elle retire de sa relation particulière avec la Suisse? Christine Cadous. L'Union européenne voit, pour l'Union européenne, la Suisse est le troisième ou quatrième partenaire. Donc c'est quand même un partenaire important après les États-Unis, après la Chine. Je crois que la Russie maintenant est en troisième position. Et puis il y a la Suisse. Donc on a une relation qui est importante pour l'Union européenne. La Suisse est importante pour l'Union européenne. Non pas par sa taille géographique, puisque nous sommes ce que nous sommes, mais en même temps par son importance sur le plan économique et par son importance par cette communauté de valeurs et d'intérêts auxquels je faisais référence tout à l'heure. Donc je pense que pour l'Union européenne, la Suisse est un partenaire important et je dirais pour l'Union européenne, j'essaye un peu de vous donner la perspective externe, ce serait d'avoir un État qui est au cœur de l'Union européenne géographiquement, mais qui a développé sa propre relation selon les choix à nouveau politiques, économiques que la Suisse a fait et qui sont, à mon avis, tout à fait respectés par l'Union européenne et que
pour l'Union, une participation au marché intérieur implique un certain nombre de droits, mais implique aussi un certain nombre d'obligations. Et la comparaison ici avec le Royaume-Uni révèle au fond le choix. Le Royaume-Uni a fait le choix du libre-échange, n'a pas cette participation au marché intérieur, et donc les avantages que le Royaume-Uni tire de cet accord de commerce et de coopération sont clairement différents des avantages que la Suisse tire de la relation bilatérale qu'elle a développée par nos nombreux accords bilatéraux. Donc, pour l'Union européenne, la Suisse est un partenaire important. C'est intéressant, la Suisse est à l'extérieur de l'Union européenne et a développé une relation qui était bien plus développée que des partenaires tiers à comparer en dehors du continent européen. Donc, je dirais des liens étroits qui sont aussi vus par l'Union européenne, mais encore une fois, c'est à la Suisse de décider quel type de relation elle veut avoir et que cela doit être négocié entre la Suisse et l'Union européenne, et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure en tant que réponse à une autre question. Alors, je crois que Jean-Luc Fabre aimerait intervenir aussi. Je vais revenir sur mon sujet favori, qui est le marché ferroviaire, vous l'aurez compris. Les transfos qui partaient de Genève et qui allaient en France, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, reviennent en Suisse dans des trains Alstom aujourd'hui qui roulent dans le cadre du Léman Express. Donc c'est un bon exemple d'accès au marché réciproque, c'est-à-dire on exporte des produits qui peuvent revenir après sur notre territoire, sur notre marché, parce qu'il est ouvert. Et c'est une des caractéristiques. Il y a peu de protectionnisme en Suisse dans ce genre de marché, en tout cas pour le marché ferroviaire. Et puis un autre exemple qui me vient à l'esprit, on reste dans le domaine de la mobilité, c'est le marché de l'automobile, où aujourd'hui, n'ayant pas de fabricant suisse pour l'automobile, sauf certaines niches, on importe énormément de voitures. Et puis c'est aussi un marché exigeant qui permet aux entreprises qui réussissent à s'y positionner de pouvoir se challenger en termes de qualité, en termes de performance, parce qu'on a aussi cette caractéristique qui nous sert quand on exporte, mais qui existe aussi quand on fait appel à des produits venant d'ailleurs. On a un haut niveau d'exigence, donc il y a un défi, mais aussi une opportunité pour les entreprises qui réussissent à s'adapter. Merci. Philippe Cordonnier, à distance, voudrait-il ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste un point de vue de l'entreprise ou de l'industriel européen qui vient acheter en Suisse. Ce qui est toujours très apprécié, c'est peut-être un petit peu de la palissade, mais c'est vraiment ce que l'on ressent et ce que l'on sait de nos clients. C'est vraiment ce qui est apprécié, c'est la rigueur et la confiance aussi que les entreprises peuvent mettre dans les fournisseurs suisses. Un autre élément qui est extrêmement important, c'est l'innovation qui est ciblée sur les besoins des clients. En Suisse, l'innovation, elle est financée par l'entreprise. C'est une innovation qui est très incrémentale, mais qui est très ciblée sur les besoins des clients. Donc, c'est une innovation qui est efficace parce qu'il y a peu de pertes dans l'innovation. L'innovation, elle est vraiment faite sur les besoins. Ce n'est pas une innovation qui va dans tous les sens avec beaucoup de pertes. On innove, et finalement, ça n'accède pas au marché. Et comme l'a dit Jean-Luc précédemment, l'innovation, elle est très ciblée et elle est très rapidement implémentée dans des produits qui se retrouvent auprès des consommateurs. Et le dernier élément, c'est notre système de formation professionnelle, l'apprentissage, qui est jalousé dans beaucoup de pays. C'est un investissement extrêmement important de nos entreprises pour la formation de nos collaborateurs. Et ça aussi, c'est quelque chose que les pays européens apprécient aussi, d'avoir des gens très qualifiés parce que formés par nos entreprises. Merci beaucoup. On pourra résumer ça en disant considération et respect. Voilà ce qu'éprouve l'Union européenne, qui, je rappelle, est avant tout un conglomérat d'États. Ça n'est pas un État en soi à l'égard de la Suisse, et c'est précisément ce que la Suisse doit aussi faire à l'égard de l'Union européenne. Nous prenons une dernière question. Alors, concernant le secteur industriel, justement, est-ce que là, on a accepté le principe d'acheter des nouveaux avions de combat? Est-ce que d'un côté, l'Union européenne comprendra qu'on n'achète pas, ou comprendrait qu'on n'achète pas européen? Et dans l'autre sens, comment est-ce qu'on peut renforcer le poids de l'industrie suisse au niveau européen? Alors là, je vais laisser les deux industriels répondre. On commence par Philippe Cordonnier, après ce sera Jean-Luc Fabre. Rapidement, brièvement, parce qu'on arrive au terme de cette première session. Alors, concernant le secteur industriel, justement, est-ce que là, on a accepté le principe d'acheter des nouveaux avions de combat? Est-ce que d'un côté, l'Union européenne comprendra qu'on n'achète pas, ou comprendrait qu'on n'achète pas européen? Et dans l'autre sens, comment est-ce qu'on peut renforcer le poids de l'industrie suisse au niveau européen? Alors là, je vais laisser les deux industriels répondre. On commence par Philippe Cordonnier, après ce sera Jean-Luc Fabre. Rapidement, brièvement, parce qu'on arrive au terme de cette première session.
Oui, alors ça sera difficile de répondre très brièvement parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Je répondrai de la manière la plus simple possible. Je pense que les Européens, ce n'est pas les Européens qui vont vendre un avion de combat, ce sont des entreprises. Évidemment, derrière ces entreprises se trouvent des pays, que ce soit l'Allemagne ou la France, enfin l'Europe avec un fournisseur qui est Eurofighter et puis la France avec Rafale et Dassault. Je pense que ces pays, évidemment, pour eux, la Suisse est un petit marché, même si c'est peut-être une quarantaine d'avions. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a des affaires compensatoires qui obligeront ces fournisseurs à venir acheter pour un montant plus ou moins équivalent, enfin 60% du montant devrait être acheté à l'industrie suisse. Évidemment, c'est un contrat qui se fait entre pays, mais la dimension politique, elle est plutôt de notre côté et non pas forcément du côté européen. Merci beaucoup, Jean-Luc. Oui, et puis effectivement, un des moyens qu'on a pour être performant et renforcer notre position sur le marché européen, c'est effectivement la performance. On est condamné à ça, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que comme on doit exporter, on a ce niveau d'exigence et de performance qui est vraiment intégré dans l'ADN des entreprises suisses. Moi, je trouve ça remarquable, avec une capacité de résilience extraordinaire, avec une monnaie qui s'est renforcée ces dernières années. Le secteur industriel a fait face, a trouvé des solutions. L'innovation, Philippe l'a mentionné, c'est vraiment aussi dans notre ADN et c'est une des clés du succès. Et puis, il ne faut pas oublier aussi dans ces équilibres et ces échanges qu'on a énormément d'entreprises suisses qui sont installées européennes, qui sont installées en Suisse et qui développent, qui innovent et qui fabriquent en Suisse. Et à nouveau, pourquoi ? Parce qu'ils y trouvent leur compte. Parce que les conditions cadres qu'ils y trouvent, la compétence, le système de formation, à nouveau, la capacité à innovation est forte. Et moi, je conclurai là-dessus, parce qu'étant convaincu qu'on a un destin commun dans cette région, entre la Suisse et l'Europe, je pense qu'on a essayé de le démontrer à travers quelques exemples concrets, en tout cas venant de ma part et de mon expérience industrielle. On a vraiment tout à gagner ensemble et tout à perdre si on ne s'entend pas. Merci beaucoup. Jean-Luc Favre a fait la conclusion pour nous trois. Très bien. Et pour Philippe Cordonnier à distance, nous avons encore des questions. Alors, ces questions ne sont pas perdues. On ne peut pas répondre puisqu'on a choisi un format court d'1 heure de manière délibérée pour aller à l'essentiel. On ne peut pas y répondre maintenant. Elles sont retenues et nous vous répondrons à la fin du cycle de conférences qui vous oblige d'ailleurs à rester avec nous pour la suite. C'était le premier épisode aujourd'hui. Vous aurez le deuxième la semaine prochaine. J'ai envie de vous dire même endroit, même lieu, mais enfin vous savez ce que ça signifie. Retenez surtout l'heure, retenez la connexion. Venez nombreux comme vous l'avez fait aujourd'hui. Merci pour l'attention, merci pour les questions. J'espère qu'on aura pu vous donner toute la mesure, déjà dans cette première séance, de l'importance des relations entre la Suisse et l'Union européenne. On va approfondir étape par étape la discussion de manière à ce que vous ayez un panorama d'ensemble aussi complet que possible. Merci à nos orateurs, merci à l'organisation, merci à vous tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.